Si t'es bloqué à 500 mètres de haut, que tu sais plus comment faire, tu peux pas juste t'engueuler et puis te faire la gueule de ton côté. Faut vraiment discuter, communiquer de manière très directe parce qu'il faut dire vraiment ce que tu penses et puis vraiment trouver une solution ensemble, trouver un compromis, trouver des solutions pour aller jusqu'au sommet ensemble. Donc ouais, ça t'apprend bien à communiquer. Bienvenue dans l'entrejeu. If I speak, I am in big trouble. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue dans l'entrejeu, le podcast qui explore le sport à travers ses coulisses, ses histoires et ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Pour ce 9e épisode, j'ai échangé avec Catherine Chang, une grimpeuse suisse de haut niveau qui se mesure aux voies d'escalade les plus redoutables du monde. Elle m'a partagé les moments marquants de son parcours, le déroulement des projets de grande voie qu'elle entreprend et les défis qui en font partie. On a aussi discuté de la pression liée à sa vie d'athlète et de tout ce que ça comprend, et bien sûr, bien d'autres sujets. En bref, une discussion passionnante sur un monde plutôt méconnu du grand public. Merci encore à Catherine pour sa disponibilité. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur Spotify. Sur ce, excellente écoute et bon épisode. Salut Catherine, bienvenue dans l'entrejeu. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ta dispo. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Merci pour l'invite, ça me fait plaisir d'être là. Plaisir partagé, c'est justement un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui pour ce 9e épisode, l'épisode de septembre. On va discuter escalade, des diverses façons de pratiquer ce sport, de ta carrière de grimpeuse de haut niveau, de tes projets plus aventureux qui t'occupent aujourd'hui et de sujets en lien avec la vie de manière plus globale. J'ai pris l'habitude, lors des derniers épisodes, de discuter un sujet que je trouve intéressant, qui influence nos actions et nos projets quotidiens, c'est le pourquoi. Toi, aujourd'hui, pourquoi tu te lèves chaque matin pour continuer à développer des projets autour de ton sport qu'est l'escalade ? Oui, je pense que c'est ça qui m'anime, qui me fait me lever le matin, c'est de trouver un nouveau challenge. Bien sûr, un peu en difficulté, enfin, en tout cas, quelque chose qui me challenge. Dans n'importe quel sens, c'est pas forcément une cotation ou quelque chose qui va me faire briller dans les médias ou je sais pas, mais quelque chose qui me motive et un truc un peu différent. Aussi, au fil des années, là, ça fait 20 ans que j'en fais, donc j'essaie de trouver un peu à chaque fois quelque chose de différent pour qu'il y ait toujours cette motivation et cette envie d'aller un peu plus loin. Cool, on aura l'occasion de discuter un petit peu justement de ces projets aussi plus actuels. Mais avant ça, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ton parcours, est-ce que tu peux un peu nous donner du contexte sur comment tu démarres le sport, ensuite l'escalade, quel était un peu ton contexte sportif quand tu étais plus jeune ? J'ai toujours fait du sport, enfin depuis très petite, je faisais plein d'activités différentes, un peu de gym, j'ai fait un peu du ski, du snowboard, de l'équitation, des agrès, puis de l'escalade. L'escalade, j'ai commencé vers 8-9 ans. Et puis, j'ai tout de suite croché, en fait, ça m'a énormément plu. En fait, c'était le fait d'avoir un mur d'escalade, essayer de trouver mon chemin, de me dépasser, puis d'aller jusqu'en haut, c'est hyper satisfaisant et j'ai tout de suite adoré. Beaucoup plus que les autres activités. Donc, pour pouvoir me consacrer toujours un peu plus, j'ai petit à petit arrêté les autres activités pour me consacrer uniquement à la grimpe et puis essayer de progresser dans ce sport-là. Pour les non-initiés ou non-spécialistes dont je fais partie, comment tu décrirais ou t'expliquerais l'escalade sportive en quelques phrases ? On a tous en tête le mur d'escalade, mais peut-être au niveau plus compétitif, comment ça se passe ? À quoi ressemble une compétition, etc. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça ? Oui, alors j'ai commencé sur des murs artificiels, donc qui sont posés souvent dans des salles qui sont exprès que pour l'escalade. Et puis, vous avez un mur qui fait ça dépend, 15-20 mètres. Dans les compétitions, il est souvent très déversant, comme ça on est assez vite fatigué. Mais dans les salles commerciales, il peut être aussi vertical ou bien même en dalle. Et puis, il y a plein de prises d'escalade qui sont vissées dessus. Et dans les compétitions, il y a ce qu'on appelle les ouvreurs qui vont tracer un chemin. Donc, ils vont visser des prises d'une certaine manière pour essayer de nous challenger, nous piéger un petit peu. Nous, on aura 8 minutes pour observer la voie avec les autres concurrents. Ensuite, on va tous dans une chambre pour s'isoler. Et puis, on passe chacun son tour pour ne pas voir les autres, pour pas avoir d'indices, en fait, par où passer. Et ouais, c'est tout un travail, en fait, pendant ces 8 minutes, d'essayer de déchiffrer comment passer par le meilleur, enfin, choisir le meilleur chemin, quoi. Parce que quand ça penche, quand c'est difficile, les prises sont mauvaises, t'as vraiment pas le temps de
du temps à perdre. En fait, il faut vraiment savoir, ah là c'est main gauche, là c'est main droite, là le pied il faut le mettre comme ci, comme ça. Et, euh, et donc c'est un peu ça le challenge. Et puis c'est celui qui va le plus haut qui gagne simplement. On a 6 minutes à disposition. Mais peu importe combien de temps on met, tant qu'on dépasse pas ce temps-là, Ok. c'est vraiment le but d'aller le plus haut possible. Et après, il y a une partie aussi compétition dehors où aujourd'hui, c'est vraiment concentré sur l'intérieur et les pistes un petit peu plus. Ouais, non, c'est que l'indoor Difficile. alors, ouais. Parce que l'extérieur, c'est très compliqué. On pourrait aller voir à l'avance, en fait, essayer d'aller repérer. Donc, ça serait pas égal pour les autres. Il y a aussi, aussi avec la nature, il faudrait déforester des endroits. Enfin, ça serait pas idéal. Par contre, en fait, j'ai pas parlé, mais il y a aussi 2 autres catégories. Moi, j'étais spécialisée en ce que je vous ai expliqué en difficulté. Mais il y a aussi le bloc. C'est sur des matelas. Et puis, c'est seulement quelques mètres de haut, 3-4 mètres. Donc, c'est beaucoup plus court. Et c'est beaucoup plus en force ou alors en technique. Beaucoup plus intense, finalement. Et il n'y a pas de corde. C'est juste quelques mètres. Et puis la vitesse, vous avez sûrement vu au JO ou bien dans d'autres compétitions. Donc simplement celui qui va le plus vite sur un mur de 15 mètres. Toujours la même voie qui a été homologuée pour pouvoir enregistrer des records. Ok. Et quelles sont les qualités à travailler ou qui sont avantageuses pour être une bonne grimpeuse ou un bon grimpeur? Alors ouais, je pense qu'il faut avoir pas mal de force. On entraîne beaucoup la force parce que les mouvements sont très difficiles. Force dans les doigts aussi, parce que les prises peuvent être très mauvaises, très petites, mais aussi très plates. Parfois, il y a des grandes prises, on croit qu'elles sont bonnes, mais elles sont très très plates, donc c'est pas forcément plus facile. Il faut avoir de la coordination, aussi être assez explosif, de l'endurance dans les bras, et puis et la souplesse aussi, en fait, c'est très important. Est-ce qu'il y a différents profils de grimpeuses ou grimpeurs? Par exemple, si je prends l'exemple du foot, tu as des petits joueurs qui vont être rapides, techniques et qui vont peut-être se faufiler entre les défenseurs qui, eux, sont peut-être plus grands et prennent les duels de la tête. Est-ce qu'il y a différents profils qui te donnent certains avantages à certains moments clés de course ou pas, selon les Quand même. morphologies? Oui, quand même. En fait, directement, je dirais que les morphologies se séparent de catégories, de disciplines, je veux dire. Typiquement, moi, ce que je fais, l'endurance plutôt, hein, donc la difficulté, ça sera les petits grimpeurs qui sont plutôt légers. Ok. Je fais 1m58 et en fait, je suis pas du tout dans les plus petites. Il y a même des grimpeuses un peu plus petites que moi. Et il y a très peu de grimpeurs ou de grimpeuses qui sont vraiment grands. Ceux qui sont un peu plus grands, souvent, ils font plutôt du bloc, là où l'effort il est plus court et plus intense. Et les grimpeurs de vitesse, là, ils sont encore toute une autre morphologie, beaucoup plus explosifs, avec les jambes beaucoup plus puissantes que nous. Nous, on a plutôt des jambes légères, même si on les utilise pour faire un peu quelques techniques de coincement de pied et tout ça, mais on a quand même moins besoin de pousser aussi fort que les grimpeurs de vitesse qui, eux, vraiment, c'est un sprint à la verticale. Ok. Après, on aura l'occasion de discuter juste plus tout ce qui est falaise et autres, quelle qualité physique ça demande. Mais cool. Et du coup, tu as fait de la compétition à haut niveau jusqu'en 2021, si c'est juste. Exact, ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours, ta carrière au haut niveau, comment tu conciliais aussi peut-être les études et le travail par la suite, comment ça s'est passé un peu ces différentes étapes? J'ai commencé les compétitions vers 13 ans, 14 ans. Je suis entrée en équipe suisse aussi à ce moment-là. Et puis assez vite, j'ai fait pas mal de bons résultats en international. Du coup, j'ai continué jusqu'en fin 2021. Et mes meilleurs résultats, c'était vice-championne d'abord du monde en 2008 et puis championne du monde l'année suivante en junior en 2009. Et puis chez les élites, j'ai fait une finale aussi où j'ai terminé 7e. Et en parallèle de ça, j'ai fait des études. J'ai d'abord fait le lycée, puis ensuite l'université en droit à Neuchâtel. J'avais choisi Neuchâtel parce qu'à l'époque, c'était la seule ville où il y avait une salle d'escalade en Suisse romande. Il y en avait une petite à Genève, mais c'était quand même pas fou. Puis à Lausanne, il n'y avait encore rien à l'époque. Du coup, c'est pour ça que je suis allée à Neuchâtel. Et l'équipe suisse était à Berne, donc c'était pas non plus trop loin. Et c'est comme ça que j'ai réussi à concilier. C'était pas toujours facile, mais j'ai eu pas mal d'aide de mes camarades de classe qui me prenaient mes notes quand j'étais pas là et qui m'aidaient bien. Et puis, j'étais vraiment focus à fond dans ce que je faisais. Donc, si je déterminais un temps d'études, j'étais à fond là-dedans. Et puis, si je déterminais un temps d'entraînement, j'essayais d'être à fond là-dedans pour essayer d'être efficace dans ce que je faisais, même si peut-être j'avais moins d'heures d'entraînement que les autres, vu que j'avais quand même pas autant de temps. Mais en étant efficace, je pense que ça peut quand même permettre d'aller à un haut niveau. Et si on a la motivation, puis un peu la discipline, ça marche vraiment bien. C'est aussi un bon équilibre, finalement, pour moi, d'avoir les deux. Parce que tu peux quand même pas non plus étudier toute la journée ou bien même faire du sport toute la journée. Et
c'était vraiment important d'avoir les 2 moments un peu séparés pour pouvoir un peu faire quelque chose de différent. C'était une bonne balance. Ça enlève aussi un peu de pression dans l'escalade parce que je pense que tu fais que du sport de haut niveau et que tu as tellement de pression parce que tu dois finalement être fort. Mhm. Tu te sens obligé, alors que quand tu as quelque chose à côté, c'est un petit peu plus facile, je trouve. Je discutais, je l'ai reçu sur le podcast d'ailleurs avec Théo Gmur, champion paralympique de ski. Lui, c'était aussi, ça lui permettait d'avoir un certain équilibre, le fait de travailler, mais il disait que parfois, il n'avait pas assez de temps pour vraiment à investir vraiment dans sa performance et peut-être tous les à côté Les à côté, ouais. qui sont pas peut-être récupération, travailler un petit peu plus les détails et tout. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti et tu aurais investi ton temps encore plus dans certains détails et sur quoi? Ouais, alors, ouais, sûr. La récupération, juste avoir des journées off où tu dois pas tout le temps réfléchir à ton programme. La charge mentale, elle est quand même assez haute, hein, parce que tu es tout le temps en train d'organiser pour gagner une minute un peu partout. Et ouais, ça, c'est pas toujours facile. Mais, mais au final, je sais pas, ça m'a aussi appris beaucoup de choses, la rigueur, et aussi à travailler dur. Mais oui, c'était pas toujours facile. C'est vrai que des fois, je prenais aussi je me souviens une fois au lycée, je devais faire une dissertation pour le mardi ou quelque chose comme ça. J'avais une Coupe d'Europe le week-end. Et pendant l'isolation, j'essayais d'avancer là-dessus. Donc, des fois, c'était un petit peu chaud. Mais ce qui était difficile aussi, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de salle adaptée pour moi dans ma région, dans le canton du Jura ou même dans le Jura bernois. Il fallait tout le temps aller à Berne ou à Zurich pour les grandes salles. Ça, c'était pas évident. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir Cédric Lachat, un autre grimpeur pro qui vivait dans ma région. Puis lui, il m'a vraiment pris son aile, il m'a énormément appris. Il avait aussi une salle d'escalade dans son garage, en fait. Il avait mis plein de pans en bois sur les murs, avec plein de prises. Et puis là, on faisait des circuits encore et encore, enfin plein d'exercices. Ou alors, il m'emmenait, parce que lui, il avait déjà le permis de conduire, dans les salles de Berne ou Zurich. Moi, je faisais vite mes devoirs dans la voiture, à l'aller ou au retour. Et puis, comme ça marchait. Et après, du coup, tu as terminé tes études. Tu m'as dit avant que tu avais travaillé à temps partiel. Ça aussi, ça t'a permis de... Je pense que tu étais plus libre. Comment tu as un petit peu jonglé avec le travail? Qu'est-ce que ça a changé des études et comment tu pouvais organiser ton temps à ce moment-là? Oui, d'un côté, c'était plus flexible. Et d'un côté, un petit peu plus de responsabilité quand même aussi. Mais ça a vraiment bien marché. Et puis, j'appréciais vraiment d'avoir mes collègues, en fait, qui étaient pas du tout dans le monde de l'escalade. Elles, vraiment, tu peux leur parler des conditions météo et tout ça. Elles en avaient rien à faire, finalement. Donc, c'était hyper cool d'avoir d'autres sujets de conversation. Ça permet aussi d'avoir un peu les pieds sur terre. Si t'arrives pas à ton projet, tu dis, waouh, ok, il y a quand même d'autres choses aussi dans la vie. C'est pas si important. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé avoir cet à côté. Et aujourd'hui, quelle est la situation, je dirais, au niveau du professionnalisme, au niveau de la grimpe? Est-ce qu'il y a une majorité qui peut en vivre? Est-ce que non? Comment ça se passe un petit peu au niveau des équipes de Suisse? Et après, je pense que c'est différent. Ta situation actuelle, c'est plus sur des projets autres, mais au niveau de l'escalade sportive, quelle est la situation aujourd'hui? Ça a quand même beaucoup changé depuis les dernières années. Je pense que les JO, ça a beaucoup aidé. Même pour nous qui ne faisons plus de compétition, ça a mis quand même beaucoup de lumière sur l'escalade en général, même si c'est pas la compète. Et les médias, les sponsors, ils s'intéressent plus. Donc pour moi, ça a été comme bénéfique. Maintenant, j'ai des sponsors qui me donnent de l'argent donc pour mes projets, mais aussi de l'argent pour être juste une athlète aussi. Donc grâce à l'engouement en général. Ouais, je pense aussi, ouais. Je l'ai aussi créé depuis maintenant 25 ans que je fais de l'escalade. J'ai toujours essayé d'amener des projets un peu originaux, un peu différents à mes sponsors. Puis ça, je pense que ça leur plaît aussi, ils peuvent les utiliser pour leur communication. Donc. Mais oui, aussi, bien sûr, l'engouement général, ça a bien aidé. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, en parlant des JO, est-ce que c'est une sorte de regret de pas que ça soit venu avant, ou comment tu l'as vécu ça? Que ça soit quelques années après ta retraite du haut niveau, comme ça. Alors quand on parlait de Tokyo, c'est là qu'il y a eu la première fois l'escalade. J'étais encore en compétition, mais c'était un format de combiné, parce qu'il n'y avait qu'une seule médaille pour l'escalade. Donc il fallait faire les 3 disciplines en même temps, et j'étais vraiment pas assez bonne dans les 2 autres. Donc là, c'était quand même déjà un petit peu un regret, parce que ils en prenaient 20, les 20 meilleurs, et ça, si ça avait été les 20 que dans ma catégorie, ça aurait été vraiment faisable. Et ouais, je pense que les JO, pour tous les athlètes, c'est quand même un truc spécial. Ça change une carrière, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. J'ai quand même pu profiter de mes années de compétition et faire d'autres choses après.
Je vois aussi les sacrifices que c'est. Le niveau, il a aussi quand même explosé, donc ça change aussi la donne. Et c'est énormément de sacrifices. Là, actuellement, les grimpeurs qui font de la compétition ne peuvent plus du tout, presque plus du tout faire de la falaise. C'est devenu tellement deux sports très, très différents que c'est difficile de s'entraîner pour les deux. Les mouvements en intérieur, ils sont plus tout à fait, enfin, vraiment plus comme les mouvements que tu trouves en falaise. Donc, tu peux pas t'entraîner spécifiquement pour la compète et être fort en falaise et vice-versa. Donc voilà, les grimpeurs indoor sont vraiment des grimpeurs que indoor de compète et les grimpeurs outdoor peuvent un peu faire les deux, mais ils peuvent, ouais, sont quand même plutôt spécialisés dehors, quoi. Ok. Au niveau des entraînements, justement, sur quels aspects t'as travaillé? Est-ce que c'était que de l'escalade? Est-ce qu'il y avait quand même, je pense, une partie physique? Est-ce que tu faisais même d'autres activités pour entraîner l'aspect endurance? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler quand tu es un athlète? Tu as évoqué quelques caractéristiques avant, mais à quoi ressemblait finalement une semaine d'entraînement? Quel Oui. type d'entraînement il y avait dans tes semaines? Oui, alors il y a des exercices plus pour l'endurance, la résistance, où là, on invente des circuits sur un mur en dessus d'un matelas, et puis on essaie de les répéter avec des contraintes, par exemple avec un seul pied, une seule main, non, peut-être pas une seule main, mais plutôt un seul pied ou d'autres contraintes du poids ou quelque chose comme ça. Et des exercices plus de force, où là, ça sera toutes sortes de tractions, lestées, aussi dans les salles de fitness, plein de sortes d'exercices pour vraiment faire la condition physique. Et puis ce qu'on appelle des suspensions aussi, donc sur des prises, on va suspendre sur des toutes petites prises, tant de temps, pour vraiment faire la force dans les bras et un peu de souplesse aussi. Mais sinon, c'est principalement ça, beaucoup de grimpe finalement, ou de la force, mais spécifique, quoi. Tu parlais de la professionnalisation, que le niveau devient de plus en plus élevé. Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être combien de fois aujourd'hui un athlète, les meilleurs du monde, s'entraîne pour l'intérieur par rapport à toi? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que toi, tu avais déjà la même charge d'entraînement que ce qui se fait aujourd'hui? Comment ça a changé ça? Ouais, ça a beaucoup changé et surtout aussi tout le staff autour, je pense. Ok. Moi, pendant très très longtemps, j'ai jamais eu d'entraîneur ou un peu, voilà, Cédric Lachat qui était un grimpeur très fort, qui était dans l'équipe nationale aussi, mais pas officiellement un entraîneur non plus. Mhm. Alors que maintenant, les jeunes, ils ont vraiment des entraîneurs, des physios, enfin, des préparateurs physiques, mentaux et tout. Et ça a beaucoup changé, je pense, aujourd'hui. Et du coup, au niveau charge d'entraînement, charge, toi, sur une semaine, combien de fois tu t'entraînais à peu près? Je pense 2 jours sur 3, à peu près 5 jours par semaine, quelque chose comme ça. Ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, c'est toujours au moins 5 jours, mais peut-être plus d'heures par jour, je Ok. pense. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait arrêter la compétition? Est-ce que t'es arrivé, à quel moment de ta carrière t'es arrivé et pourquoi avoir pris cette décision-là à ce moment-là? Je pense que j'étais arrivée à un bout où j'arrivais plus à m'exprimer aussi bien sur le mur d'escalade et c'était très frustrant. J'adore les compétitions. À chaque fois que je vois, j'ai envie d'y être dans les finales. Mais je sais aussi ce que ça représente et puis ce que c'est quand tu t'es pas qualifié. Et ouais, j'étais plus assez forte. Le style aussi de voix a beaucoup changé. Ça devient toujours plus moderne. Donc avec des mouvements plus impressionnants aussi pour le show, pour le spectacle. Mhm. Du coup, plus des sauts, de la coordination, des choses comme ça, et où j'étais un peu moins forte. Et ouais, j'en ai fait pendant 15 ans, donc c'était gentiment le temps de passer à autre chose, à des projets plutôt en extérieur, finalement. Justement, t'as parlé avant des. Ah oui, puis je peux rajouter encore quelque chose? Ouais. Bien sûr. Et puis aussi, en fait, dans l'escalade compétition en Suisse, il y en a quand même très peu qui peuvent en vivre. Il y a assez peu d'aide au niveau de l'escalade, de la fédération d'escalade ou de Suisse olympique aussi. Il y a quand même très très peu de soutien financier. Du coup, ça devenait compliqué, alors qu'en escalade en extérieur, on peut plus, je pense, se débrouiller en mettant des projets en place et puis en vendant plutôt ça. Donc aussi, pour une carrière un peu plus stable, c'était plus intéressant en falaise. Ok. Et justement, c'était ma question suivante. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces projets-là de falaise ou de grande voie? Et est-ce que tu en faisais déjà avant? Tu as parlé avant que toi, tu arrivais à concilier les deux, ce qui est plus forcément faisable, mais qu'est-ce qui t'attire et qui t'a attiré dans ces projets-là? J'en ai toujours fait un peu à côté. Mon tout premier moniteur d'escalade, il aimait beaucoup la falaise, donc dès qu'il faisait beau, pour lui, c'était vraiment l'idée d'aller dehors, et puis la grimpe dedans, c'était juste pour quand il est jour de pluie. Et donc, j'ai quand même toujours été habituée à en faire.
Et puis, après la compétition, c'était vraiment le côté aventure, en fait, que je recherchais. Et plus cette monotonie toujours du mur intérieur et des Coupes du Monde qui se ressemblent les années après les années. Donc vraiment pouvoir me choisir mes projets de manière libre et puis dans des endroits super beaux, en fait, en nature toujours. Donc ça, c'est ça qui me motivait, je crois. Tu as parlé des différences entre juste au niveau de l'effort et du type d'effort et techniquement les différences. C'est quoi les différences entre les deux, entre l'intérieur et les falaises? Ouais, alors falaise, ce sera quand même plus sur l'endurance, je pense. Souvent, c'est un petit peu plus long. Mhm. On n'a pas de limite de temps, donc on peut se reposer si on a une prise assez bonne plus longtemps. Et puis, ce qui est plus difficile peut-être, c'est qu'il faut lire un peu plus le rocher. Dedans, c'est assez évident. On a des prises d'escalade de couleurs, donc tu sais exactement où il faut aller. Alors que dehors, dans les voies difficiles, des fois, t'as pas beaucoup de prises, t'as pas de traces de magnésie. Donc tu dois un peu chercher par toi-même. Et ça, c'est hyper intéressant. Et l'idée dans un projet difficile, quand tu es à ta limite, c'est de passer du temps justement dans la voie, dans la corde d'abord, en cherchant les prises, puis d'apprendre en fait chaque mouvement par cœur. C'est la chorégraphie finalement qui pourra être la meilleure pour arriver jusqu'en haut. Donc essayer de perfectionner chaque petit mouvement pour gagner un petit peu d'énergie sur chaque moment pour réussir finalement à grimper du bas jusqu'en haut sans tomber. Et quand on a fait ça, en fait, on dit qu'on a enchaîné une voie, sans tirer non plus sur les mousquetons ou les dégaines. Ok. Et c'est ça le but en fait. Il y a un rapport à la nature qui ressemble plus à celui d'un alpiniste. C'est un petit peu vaincre l'obstacle ou vaincre telle face ou telle falaise. C'est un petit peu plus toi face aux éléments un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ça serait, ouais, je dirais pas forcément vaincre la montagne, mais plus le combat contre moi-même, vaincre mes propres limites, je dirais. Essayer d'aller jusqu'en haut. J'ai lu un petit peu en me renseignant sur tout ça qu'il y avait les projets de falaise et les grandes voies. Quelles sont un peu les différences entre les deux et est-ce que tu as quelques exemples à nous partager? Oui, alors les voies d'une seule longueur, ou les quens, où il y a différents termes, c'est des voies qui font à peu près 20 mètres. Et puis l'assureur, il est en bas, il nous assure. Et puis nous, on grimpe jusqu'au relais, c'est-à-dire entre 20 et 50 mètres de haut. Et après, on redescend, on fait une pause, on échange et c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a des cotations entre 1 et 9 avec des lettres A, B, C, donc 5A, 5B, 5C, ensuite 6A, 6B, 6C, etc. Et puis voilà, c'est ça. Et les grandes voies, par contre, c'est des voies normales, comme je viens de décrire, mais à la suite, sur plusieurs centaines de mètres. Donc, ça veut dire que le grimpeur, le premier, il grimpe jusqu'au relais. Et puis le deuxième, l'assureur, il va grimper pour le rejoindre. Et ensuite, le deuxième, il y en a un qui repart pour la deuxième longueur. L'assureur va nouveau le rejoindre, etc. sur peut-être 300, 400, 500 mètres de haut. Parfois 900 mètres, comme au Yosemite. Donc, c'est toute une aventure. Et puis, là, il y a beaucoup plus l'aspect, finalement, de aussi savoir manipuler les cordes. Parce qu'il faut aussi tirer son sac où on a le pique-nique. On va pas pouvoir grimper avec, c'est beaucoup trop lourd. Donc, il faut tout connaître ça pour pas emmener toutes les cordes, avoir un tas de nœuds. Il y a aussi l'aspect du vide, où c'est que tu es beaucoup plus haut que quand tu es simplement à 20-30 mètres de haut. C'est pas du tout la même chose. Tu serres beaucoup plus fort les prises, donc tu as un peu plus peur. Et puis, par contre, il y a quand même beaucoup plus la relation avec le partenaire de grimpe, puisque tu dois vraiment grimper ensemble jusqu'au sommet. Donc, tu dois vraiment t'entraider. S'il y en a qui est bloqué, il a vraiment besoin de ton aide, de tes conseils. Donc, je dirais que la relation avec le partenaire est aussi beaucoup plus importante. Tu partages beaucoup plus les émotions et tu passes beaucoup plus de temps ensemble dans un projet de grande voie. Toi, tu le fais avec ton compagnon, c'est juste? Oui, c'est ça, oui, beaucoup. Et justement, j'étais présent à une de tes conférences où tu disais que finalement, c'était une bonne thérapie de couple de faire ça ensemble. Ouais, c'est ça, bien sûr, ouais. Parce que si t'es bloqué à 500 mètres de haut, que tu sais plus comment faire, ou que il y en a qui donnent trop de cordes ou pas assez, tu peux pas juste t'engueuler et puis te faire la gueule de ton côté. Faut vraiment discuter, communiquer de manière très directe, parce qu'il faut dire vraiment ce que tu penses, mais avec quand même le tact suffisant pour pas que ça parte non plus en bagarre. Et puis vraiment trouver une solution ensemble, trouver un compromis, trouver des solutions pour aller jusqu'au sommet ensemble. Donc ça t'apprend bien à communiquer. Ouais, je pense parfois t'es mentalement exténué et tout, donc faut c'est ça, faire les choses de la bonne manière. Justement, avec tact, je pense que c'est pas facile des fois quand ouais, tout à fait, ouais. Puis au début, quand on commençait,
principe de base, c'est que dès qu'il y a un truc qui merde, c'est la faute de l'autre, et puis tu l'accuses, et puis ça marche pas. Donc, t'apprends vraiment à fonctionner ensemble, à avoir un peu des petits réflexes, à anticiper tout le temps les choses pour que tout roule le mieux possible, et puis à vraiment dire les choses de manière claire et constructive. Et ces projets de grande voix, il y en a eu un récemment, si je ne me trompe pas, au Titlis. Oui, juste. exactement, oui. À quoi ressemblent ces projets depuis le début? Combien de temps avant tu prépares tout ça? Au niveau logistique, etc. Comment ça se passe? Et après, sur place, un petit peu, à quoi? Si on va étape par étape, un petit peu comment se passent ces gros projets? Oui, alors au Titlis, c'est une grande voie qui s'appelle Pitz d'Alnaz. Elle fait 480 mètres de haut. Et puis, elle se situe en dessus d'Engelberg. Du coup, pour y arriver, il y a quand même 2h30 de marche, 2h45. On a même mis un peu plus avec les sacs superchargés au début. Et puis, on avait déjà décidé depuis l'hiver de faire cette grande voie. Donc, pour se préparer physiquement, l'idée, c'était de faire beaucoup de volume d'escalade pour essayer d'avoir le plus d'endurance possible. Parce que 480 mètres, du coup, ça signifiait 12 longueurs. Donc, avec en plus les longueurs très difficiles en 8B, c'est une cotation qui est très dure. Elles étaient situées plutôt dans le haut, donc il faut essayer d'aller le plus vite possible en bas sans tomber et sans se fatiguer trop pour arriver plus ou moins frais en haut. Et on a commencé à aller dès qu'il y avait plus trop de neige sur le Titlis, donc en juin, je crois, début juin. Et puis là, on y allait dès qu'il y avait un jour où il faisait pas trop moche. C'est assez difficile là-haut, il pleut un peu tout le temps. Ça, c'était vraiment une difficulté de trouver des jours où il faisait beau, où c'était sec, et puis que ça tombe sur les jours de congé aussi de mon copain, et puis de moi, parce qu'à ce moment-là, je faisais un remplacement, je travaillais quand même aussi à côté. Et puis, l'idée, c'était de monter là-haut le jour avant, si possible, comme ça on pouvait dormir, et puis de commencer très tôt le matin. Et puis d'entraîner chacune des longueurs pour essayer de les apprendre par cœur, nouveau, pour qu'un jour, on puisse partir du bas, et puis essayer de les grimper toutes sans tomber à la suite. C'est ça l'objectif. Si dans une des longueurs on tombe, par exemple la longueur numéro 4, on peut la refaire. On redescend au début de la longueur numéro 4 et on a juste celle-là à refaire finalement pour la valider. Okay. Et ensuite on peut passer à la suivante. Mais par contre, forcément, si on commence à faire 2-3 fois chaque longueur, ça prend beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Il faut quand même réussir. Si on arrive à les réussir du premier coup, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, moi, j'ai réussi à l'enchaîner en août, après 10 jours à être allé dans la voie. Ce jour-là, mon copain, il n'a pas réussi, malheureusement. Il faisait quand même assez chaud et puis il transpire beaucoup des mains. Nous, les grimpeurs, on cherche souvent plutôt le froid parce qu'on transpire. Et puis, sur les toutes petites prises, elles tiennent beaucoup, beaucoup moins bien. Ça fait une grande différence. Donc, on cherche plutôt les journées froides. Et je crois 2 semaines plus tard, il a réussi à la faire, une journée où il faisait un peu plus froid. Et heureusement, parce qu'après, en septembre, le temps, il a un peu tourné. Et puis, ça aurait été plus possible. Là, il a fait que de pleuvoir ou de neiger, même là-haut. Donc, il a eu vraiment de la chance. C'est un peu son dernier essai. Donc ça, c'est des projets où tu restes pas forcément sur place pendant plusieurs semaines, ou si, justement? Non, pas forcément sur place. Ouais, là, okay. Ça nous est arrivé de rester 2 jours de suite pour travailler un peu les longueurs. Aussi, comme les longueurs difficiles, elles sont tout en haut, on a installé des cordes statiques. Donc, on ne devait pas à chaque fois tout grimper les 400 premiers mètres. On pouvait juste monter avec ce qu'on appelle des jumars, donc des outils sans grimper sur le rocher pour entraîner vraiment que la partie très difficile. Et ça facilitait quand même bien le projet. Et ouais, c'était pas mal ça. Et la fois où tu le réussis, au niveau durée, endurance, on est sur un effort de combien de temps du moment où tu démarres tout en bas et tu le réussis? Alors, on s'est levé dans notre petit bivouac, il était, je pense, 5 heures. Et il y a encore une petite marge d'approche à faire. Et on a commencé à grimper à 6 heures, 6 heures et quart. Et je crois que j'étais en haut au sommet vers 17 heures, quelque chose comme ça. 16h30, 17 heures. Donc, ouais, il y a des pauses, bien sûr, entre chaque relais. On peut s'arrêter et puis boire un petit coup, manger un petit coup. Mais c'est vrai que les premières longueurs, on allait vraiment le plus vite possible pour gagner le plus de temps possible. Il y a le soleil qui arrive vers 16 heures. Du coup, c'est vraiment important d'avoir fait les plus difficiles avant le soleil parce que sinon, c'est foutu. Donc, c'est tout le temps un peu une course contre le temps et on essaie d'être le plus efficace possible. Mais ouais, après, une fois, quand on est arrivé là-haut, c'était juste du bonheur et c'était vraiment cool. Je trouve ça intéressant parce que quand tu réussis, dans l'essai, tu as échoué plein de fois.
C'est juste des petites fois. Ouais, Par exemple, tu ce tombes jour- juste et ce jour-là, tu ouais, ou pas. Ou c'est vrai, tu Non, alors n'enchaînes pas de manière réussie chaque petite prise. J'avais vu dans les vidéos, de temps en temps, tu retombes de quelques mètres. Alors ça, c'est quand je travaille la voix. Ok, ça Ouais. c'est pas le final, il y a aucun échec. Alors ouais, là, Ok. il y a eu aucun échec. Ok. Mais encore une fois, si tu tombes dans la longueur 8, Mhm. tu peux te dire, hein, je la réessaye depuis le début de la longueur Ok. 8, et puis je l'enchaîne, et là, elle est validée. Mais encore une fois, je pense que si j'étais tombée en haut d'une des longueurs dures, Mhm. j'aurais juste eu plus de force pour Ok. la réessayer. Donc, c'était important dans les fêtes, en fait, de jamais tomber. Ok. Donc, c'est ça qui met une énorme pression, finalement. Tu Mhm. investis énormément de temps. Hein, t'as toute la marche, toutes les premières longueurs à faire. Et puis après, si tu tombes, tout est fini. Et puis, t'as Ok. tout investi pour rien. Mais oui, c'est un peu ça le jeu, finalement. J'ai été trompé par les images du documentaire où je me disais que les petites chutes de quelques mètres, ça faisait vraiment partie Ah ouais. de l'ascension du truc, quoi. Mais- Ouais, non, ça c'est vraiment quand on Ok. travaille la voix, et puis on met souvent des petits traits de magnésie. Ouais. Comme ça, on se souvient, ah ouais, là, cette main gauche, elle est assez bonne, faut que j'aille chercher celle-là à ce moment-là. Après, parfois, il y a la pluie qui passe, qui les enlève, ça c'est encore un autre défi, mais oui, c'est vraiment des images de travail de la voix, Ok. de repérage, on va Je dire. comprends mieux tout l'aspect pression, alors ça doit être. Ouais, t'as un peu une seule chance, c'est presque comme en compète, hein, finalement. En plus, t'as aussi cet aspect des conditions météo. En compétition, finalement, tu réfléchis pas trop. Hein. On te donne une liste de départ, tu sais que tu dois passer à telle heure, tel jour. La charge mentale, elle est un peu moins grande, finalement. Alors que là, tu dois vraiment, toi, choisir. Et puis, des fois, t'es pas trop sûr. Si t'as fait le mauvais choix, tu dois l'assumer. Et puis, voilà, t'es hyper frustré. Tu te dis, oh merde, j'aurais dû essayer le lendemain, finalement. Là, il fait plus chaud ou il fait plus froid. Et ouais, il y a beaucoup plus de pression sur toi qui vient. Et puis dehors, on pense qu'on peut y retourner autant de fois qu'on veut, mais des fois, on n'a pas tant de fenêtres météo que ça. Il faut vraiment qu'il fasse frais, puis qu'il fasse quand même sec. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir toutes les bonnes conditions. Au niveau. Enfin, l'aspect compétitif, qu'est-ce qui a changé? Bah forcément, tu n'as plus les adversaires directement en même temps la même journée, mais comment ça a changé ta perception de la compétition et de la performance, ce genre d'effort et Oui, compétition finalement plus avec toi-même. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as moins directement ton concurrent qui est là. C'est vraiment plus une compétition contre toi-même, comme tu dis. Et après, je dirais que la pression, elle n'est pas forcément moins grande que dans une Coupe du Monde, par exemple. Parce que typiquement, dans une compétition indoor, si tu tombes, on va dire, à la moitié de la voie, peut-être qu'il y a seulement un qui est allé plus haut que toi, alors tu as peut-être quand même une médaille d'argent. Ok. Alors que dehors, si tu tombes au milieu de ta voie, c'est comme si tu n'avais rien fait, ça compte pas. Mhm. C'est très noir ou blanc, très binaire. Ouais. Et ce côté-là, je trouve assez difficile finalement. Parfois, tu investis énormément de temps et d'énergie et tu tombes à quelques mètres du relais. Et puis finalement, ça compte pour rien. Et ouais, c'est quand même une certaine pression parce que même si les sponsors ils nous obligent pas du tout à faire tant de performances par année, mais voilà, on ressent quand même un petit peu ce besoin d'être présent. Enfin, ils nous soutiennent pas pour non plus pas rien faire. Du coup, on a vraiment envie de montrer qu'on vaut aussi quelque chose. Et puis, c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, t'auras pas l'article le lendemain. Catherine Chang à 10 mètres de réussir. Ouais, c'est ça. montée. Ouais, c'est ça. C'est très. Parfois, c'est pas toujours facile, ça. Et justement, au niveau pression des sponsors et un petit peu de. Voilà, finalement, tu es athlète de haut niveau. Est-ce que toi, tu ressens une pression de me dire, OK, je dois faire encore un projet plus dur, un projet plus pour continuer à te dépasser, mais aussi à amener de la visibilité ou en tout cas être attractif pour les sponsors, même si le terme n'est pas. Ouais. Mais c'est vrai que notre image d'athlète, elle est quand même liée à celle de la performance. Et puis on sent quand même un petit peu ce besoin aussi avec les réseaux sociaux. On voit tout le temps. On a l'impression que tous les autres athlètes performent tous les jours, et ce qui est absolument faux. Hein, mais des fois, quand on est dans une période où on est moins en forme, on a tendance à vraiment s'engouffrer un petit peu dans ce cercle vicieux, à voir tous les autres qui arrivent, et puis à nous à se dire qu'on n'arrive pas. Et puis on a quand même une certaine pression. Après, c'est ce qui est pas mal en falaise, c'est qu'aussi on peut proposer des projets qui sont un peu différents. Typiquement, des projets où on allie peut-être plusieurs sports, du vélo avec de l'escalade. Et puis aujourd'hui, les sponsors, ils sont quand même aussi moins que sur la performance, que sur le chiffre. Ils aiment bien aussi avoir du contenu où ils peuvent partager une histoire, ou
où j'étais allée, par exemple, au Liban, faire de l'escalade avec, les réfugiés, syriens qui se trouvent, au Liban. Donc ça aussi, c'est des super projets qui m'enrichissent beaucoup à moi, mais qui plaisent aussi, aux sponsors. Donc quelque part, ils sont aussi, très intéressés par d'autres choses que la performance. Donc ça, c'est quand même bien. Et faire des films aussi, des documentaires, t'en as fait combien maintenant? Plusieurs, Du coup, ouais, 3, hein, 3, bon, même 4, hein, un qui est pas sorti encore. Mais ouais, ça j'aime beaucoup. C'est très, très chouette de pouvoir documenter, mes aventures. Souvent quand j'en discute avec les gens, c'est toujours un petit peu difficile, en fait, de s'imager qu'est-ce que c'est exactement. Alors que quand tu as vraiment l'image et puis, en fait, toute l'histoire, tout l'investissement que c'est. Parfois aussi, les gens quand ils voient que j'ai posté une performance, ils se disent: «Ah, elle en a fait une de plus, c'est facile pour elle». Mais en fait, non, chaque performance a été très difficile et il y a eu des hauts, des bas et souvent il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu envie d'abandonner parce que c'était trop dur ou ça me paraissait impossible et parfois il y a juste eu un petit déclic ou quelque chose qui fait que ça a marché et ça je trouve chouette de pouvoir, montrer à tout le monde qu'on est tous, qu'on est humains finalement, qu'il y a des moments où on arrive ou des moments où on n'arrive pas. On a eu aussi un documentaire où justement, on relate plutôt l'échec d'une voix plutôt que la réussite. Un échec qui, finalement m'a aussi quand même énormément apporté. Donc ouais, c'est Ouais, ça c'est un important. exemple où tu peux quand même raconter quelque chose d'intéressant malgré la non-réussite du projet. Ouais, voilà, exactement et ça aussi c'est chouette de pouvoir montrer que, des fois on arrive, des fois on n'arrive pas et ouais, ce chapitre de toute façon il est pas fini, j'y retournerai dans cette voie donc Et au niveau du processus du documentaire, il y a toujours un réalisateur et des caméramans, mais à quel point tu as une influence sur le produit final? Est-ce que tu t'appliques un petit peu dans le montage, sur certaines choses à montrer, sur ouais, comment tu t'appliques dans ces projets-là? Ouais, on est pas mal impliqués, enfin on est surtout au moment où on filme surtout je pense. Mmh. C'est là où moi je vais plus dire: «Ah ça a l'air chouette». Aussi parce que, je suis en train de grimper et je sais quelle section dans la voie peut être intéressante à filmer. Je vais aussi moi mettre les corps statiques pour le réalisateur et peut-être mais après c'est quand même plutôt le réalisateur, enfin je lui fais souvent confiance sur, le montage et puis qu'est-ce qu'il veut montrer, l'histoire qu'il veut raconter. Mmh. Moi souvent après il va me montrer et puis on aura des petites séances où je vais leur donner, un feedback mais je laisse plutôt normalement le réalisateur après monter et puis faire comme il pense que c'est bien. OK. Ouais, tu m'en as touché 2 mots avant, en off, mais à quel point le fait d'avoir des caméras, ça gêne parfois le processus de l'exploit ou à quel point ça te booste? Comment tu vis ça, toi, le fait d'avoir des caméras, Mmh mh. Mmh. et des gens peut-être en plus qui rajoutent un peu du bruit, des gens, du mouvement, comment tu le vis? Oui, ouais. Ouais, c'est pas toujours facile. Alors, le fait d'avoir une caméra, braquée sur moi, ça me dérange pas du tout. OK. J'étais assez, habituée avec la compétition, donc ça y a pas trop de problème. C'est plus que, il y a quand même tout cet aspect à organiser. Je peux pas juste partir du jour au lendemain, aller essayer mon projet. Mmh. On est hyper dépendant des conditions, donc parfois c'est cool d'avoir cette liberté d'être très flexible et puis, quand tu as une équipe, c'est un tout petit peu moins flexible forcément. Il faut que l'équipe soit aussi prête avec les caméras, avec les micros, avec tout, au moment où moi je suis prête avec mon échauffement et puis, avec, le soleil ou les autres conditions météo. Donc, ça parfois ça rajoute un petit peu quelque chose. Aussi, je dois pas m'en occuper, mais peut-être aller remettre une corde en plus ou quelque chose comme ça. Donc ça parfois c'est un peu difficile. Mais, puis aussi le fait, il y a quand même un peu cette pression dans le film, c'est quand même bien si on a réussi le projet. Même si, voilà, on a aussi une fois relaté l'histoire d'un échec. Mais après moi ça me booste aussi. J'aime bien quand il y a quelqu'un à côté de moi et puis souvent, je connais bien le réalisateur. Donc même quand il filme, il m'encourage encore et puis j'ai une présence qui est juste à côté de moi. Je sais pas, ça m'aide vraiment. Puis le fait d'avoir un peu cette caméra, c'est comme en compétition, comme si j'avais un public. J'ai l'impression que ouais, que je me dépasse plus quand il y a une caméra donc c'est aussi bien finalement. OK. C'est intéressant cette, bon, tant mieux, de toute façon, tant mieux si ça te crispe pas complètement, pour, Ouais, non, alors c'est plutôt dans l'autre sens, ouais, ça c'est sûr, ouais. Au niveau des échecs, je pense que, dans différents sports, différents projets, l'échec a une forme différente. Pour toi, sous quelle forme l'échec, intervient ou apparaît? Qu'est-ce qu'un échec en escalade? Ouais. Ah en escalade, je pense que c'est vraiment, 99 du temps, hein. On essaye encore et encore
j'ai des voies que j'ai encore jamais réussi, hein, puis que j'essaye depuis des années. C'est vraiment un travail où, de, ouais, où on retourne encore et encore, en fait, finalement. Et parfois, on tombe tout le temps au même moment, donc ça, c'est parfois difficile. Mentalement, parfois, on est un petit peu bloqué. Mais ouais, l'échec, il est toujours présent. Mais j'ai aussi vraiment en mémoire tous ces moments où tout semble désespéré, puis d'un coup, je sais pas, il y a un petit truc qui clique dans la tête et ça passe. Donc ouais, je crois que on a une bonne résilience dans le monde de l'escalade et en général, tu continues d'essayer, même si, même si tu n'étais pas sûr d'y arriver. Et je crois que c'est ça qui est cool aussi. C'est ça qui est un vrai challenge, quand tu n'es pas sûr vraiment d'y arriver. Mhm. C'est plus cool, quoi. Que quand tu es vraiment sûr d'y arriver, finalement, il n'y a pas trop de challenge. C'est moins fun. Ça enlève la magie un peu. Ouais, c'est ça. Ce matin, j'écoutais un podcast avec Mathieu Blanchard et on lui a posé la question qu'est-ce que c'était son dernier échec. Et j'ai trouvé intéressant parce qu'il n'a pas parlé forcément d'une course spécifique ou comme ça, mais il a parlé d'un désalignement et de choix qu'il faisait plus parce qu'il en avait envie, mais parce que sa situation vis-à-vis des sponsors, etc., le forçait à le faire et lui, il voyait ça comme un échec. Oui, oui. Est-ce que toi, tu as des échecs qui sont pas forcément liés directement aux sportifs, mais à d'autres, je sais pas, d'autres aspects et qui t'ont marqué, que tu as pu éviter, passer par-dessus ou autre? Attends, je réfléchis. Alors, je crois que je me suis jamais sentie obligée de choisir un projet pour devoir le vendre ou à cause des sponsors. Je me suis toujours sentie très très libre et je les choisis toujours parce qu'ils me font rêver ou parce que c'est dans un bel endroit ou pour la perf. Du coup, est-ce que j'ai eu un autre échec comme ça? Mais non, je crois que je vois pas trop comme ça. Tant mieux. Tant mieux. Pour revenir à tous les projets, justement lors de la conférence à laquelle j'ai assisté, t'en as listé pas mal. Est-ce que tu peux un peu nous résumer les projets qui t'ont le plus marqué, appris des choses et dont tu gardes les souvenirs les plus marquants? Il y en a un que j'ai bien apprécié, c'était une grande voie qui s'appelle Alibaba en France. Comme on a dit, j'ai beaucoup grimpé avec mon copain, puis une fois, je m'étais dit que ça serait chouette de pouvoir grimper entre filles, voir s'il y avait une différence, parce que mon expérience de la grimpe avec les filles, c'était en fait que en compétition, que où il y a vraiment cette concurrence pure et dure. Et puis là, en projet en extérieur, c'est quand même différent. Et puis, j'ai donc demandé à une copine, Solène Amoros, une Française. J'étais motivée d'aller faire cette grande voie qui me donnait bien envie. Et on était accompagnés par une réalisatrice qui faisait les photos et la vidéo, Mélanie Canac. Et du coup, les trois, on est partis pour faire cette grande voie. Et l'idée, c'était de partir depuis le bas et ne pas redescendre de la paroi tant qu'on n'avait pas enchaîné toutes les longueurs. Il n'y en avait pas énormément. Il y en avait 8 de longueur, mais ça fait quand même 300 mètres dans un niveau dans le 8, donc bien difficile. Et avec nous, on avait donc un portaledge. C'est une de ces plateformes que tu fixes dans la paroi et sur lesquelles tu peux dormir. Et on a hissé des énormes sacs où il y avait de l'eau pour 3 jours et demi, de la nourriture, sacs de couchage, les réchauds, le matériel de grimpe, les habits, enfin tout. Et ça, c'était vraiment une expérience spéciale. De vraiment jamais remettre le pied à terre pendant 3 jours et demi, c'était hyper cool. Et j'étais étonnée comme ça s'est vraiment super bien passé entre nous. Vraiment dans une ambiance hyper bienveillante et puis on se soutenait à fond, donc c'était trop bien. C'est vrai que visuellement, je pense, j'invite les auditeurs à aller voir, par exemple, sur ton compte Instagram, je crois qu'il y a des images de ça, il me semble. Oui, je pense, ouais. Et on s'en rend beaucoup plus compte que je pense que juste avec la description, c'est assez impressionnant. Ouais. Du coup, vous viviez sur 6 mètres carrés. Ouais, moi, je pense que ça doit être 2 mètres carrés. Ah ouais. En plus, c'est fait vraiment pour 2 personnes. Normalement, tu as juste la place pour dormir 2 personnes en long. Nous, on était 3, du coup, on était plutôt en large avec les pieds du coup qui étaient dans le vide. À savoir on est tout le temps attaché. On a tout le temps une sangle qui relie le baudrier à Herlaye. Donc, c'est vraiment pas dangereux, mais tout est plus compliqué. En fait, quand tu vas aller chercher ta brosse à dents, elle est bien sûr au fond du sac de l'autre côté. Donc, tu te lèves, ça fait chavirer toute la plateforme, tout le portaledge. Aussi, pour n'importe quelle chose de la journée, c'est très difficile. Puis, il faut tout le temps bien réfléchir comment hisser ton sac parce que c'est très lourd. Donc,
c'est très déversant. Donc, si juste tu lâches ton sac, il fait un ballon de pas possible et puis il risque de se casser. Enfin, c'est vraiment hyper technique et hyper intéressant aussi. Et t'arrives à bien dormir, là, à récupérer ce qu'il faut quand même pour être performante le lendemain ou... Ah ouais, on était vraiment, vraiment fatigués. Ok. Et le but, c'était de faire 2 longueurs par jour. On pensait avoir fini les longueurs vers 4-5 heures, puis pouvoir chiller toute la soirée. Puis le premier jour, on arrivait à 11 heures et on n'avait toujours pas fini nos 2 longueurs parce qu'en fait, tout prend beaucoup plus de temps et tout est beaucoup plus difficile quand t'es en hauteur. Mais au fur et à mesure des jours, on a appris comment mieux faire nos manips de corde, être plus rapide, plus efficace et à la fin, ça allait super bien. Donc, c'était une très bonne expérience. Toujours au niveau sommeil, c'est un sujet que je trouve assez passionnant. Toi, comment tu vis le manque de sommeil? Est-ce que ça t'arrive souvent de devoir performer et comment tu t'adaptes à ça? Mhm. Ouais, des fois, les nuits, elles sont assez courtes parce qu'on doit partir super tôt pour pouvoir profiter de la fraîcheur du matin. Puis comme les journées sont parfois très longues, donc ça arrive quand on dort pas trop. Je crois que je supporte assez bien le sommeil. Aussi, je pense que je suis dans l'adrénaline avec la pression et de l'essai. Donc, sur le moment, je crois que je résiste assez bien. Les jours suivants, souvent, je ressens quand même une grosse fatigue. Mais le jour même, en général, ça va assez bien. Ok. Et puis, ouais, je me mets vraiment dans ce mode de compétition. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de juste être fort le jour J et peu importe les conditions, que tu aies bien dormi ou pas, et que tu sois malade ou pas, voilà, tu dois faire ta voix et puis c'est tout, quoi. J'avais une question par rapport au... c'est des efforts, on l'a vu, tu l'as dit, assez longs. Par quels états psychologiques tu passes? Est-ce que tu arrives à maintenir un état de flow assez longtemps? Est-ce qu'il y a des moments où tu dois vraiment, pendant, je sais pas, plusieurs minutes, voire plusieurs heures, vraiment poser, calmer, un peu penser à autre chose? Ou comment tu gères plutôt psychologiquement tout cet effort qui s'étire sur plusieurs heures? Non, c'est vraiment par moments clés, hein, je pense. Je pense à un projet que j'ai fait avec Eileen, une amie, où la longueur la plus dure est la 3e. La première est très facile, donc là, je suis concentrée à avancer. La deuxième, elle est un petit peu plus difficile, donc déjà là, ça me prend une certaine énergie où je me mets la pression pour y arriver. Puis c'est la troisième qui est vraiment difficile. Le premier essai, là, j'étais tombée. Donc, comme j'ai dit avant, je peux juste refaire celle-là pour essayer de valider toute la voie. Je suis tombée encore 2 fois, donc là, ça commence à faire beaucoup d'essais. Et puis là, je sentais que c'était vraiment le dernier essai parce que les jours suivants, il pleuvait et on devait rentrer. Donc j'ai vraiment pris 1 heure où je me suis mise dans ma bulle et aussi à discuter un petit peu avec Eileen pour un peu me détendre. Mais finalement, juste avant de partir, où j'étais vraiment juste concentrée sur moi-même, où je visualisais, je me mettais un peu dans ma peau en train de grimper. Je me voyais mes mains prendre les prises pour répéter encore en plus cette chorégraphie de mouvement. Je me mettais aussi un petit peu, je dirais un peu derrière. Je me voyais réussir pour essayer d'avoir un peu cette image de réussite, puis d'avoir un peu plus confiance en moi avant de vraiment le lancer. Où là, après, j'entends plus rien. Je suis vraiment dans ma bulle et puis j'essaie vraiment de me concentrer sur tout ce que je dois faire. Et je repousse un peu toutes ces idées négatives qui arrivent, qui essaient de te parasiter, là où tu dis, t'es fatigué, là, ça va pas arriver. Puis, ouais, où je me concentre juste sur mon flow, là, et ma grimpe. Conditionnement mental un peu. Ouais, vraiment, ouais. Mais oui, c'est quand même vraiment très spécifique sur des moments assez courts. Justement, au niveau préparation mentale, c'est quelque chose que tu as eu fait ou que tu fais encore? Et j'ai pas eu de préparateur mental, mais juste moi-même, ouais, un peu comme ça, avec mon expérience de compétition. Ok. Où j'essaie de visualiser beaucoup et de m'imaginer en train de faire les voies, les mouvements, de me calmer, puis ouais. C'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose que pas mal de sportifs font sans se rendre vraiment compte, c'est qu'ils font des étapes de préparation mentale tout seul en fait. Ouais. Je trouve ça cool. Ouais, je pense. Ouais, je pense qu'on sent un peu les trucs qui marchent et puis on les répète. Aussi, on en discute quand même un peu avec les autres athlètes, un peu voir qu'est-ce qui marche chez eux et puis on essaie de reproduire parfois, j'imagine. Mais ouais, je pense qu'en faisant les compètes, on acquiert un peu ces petites techniques. Au niveau de ta vie d'athlète de manière plus globale, aujourd'hui, à quoi ressemblent tes entraînements? Est-ce que tu continues des choses que tu faisais déjà avant, malgré le fait que ça a changé aujourd'hui? Ah ouais. Comment tu t'entraînes aujourd'hui par rapport à
à l'escalade sportive en salle. Oui. Ouais, assez similaire. Un petit peu moins certains ouais, comme j'ai dit là, le style en compétition en intérieur, il est maintenant très dynamique avec des jetés, des mouvements en coordination. Puis ça, bah, tu trouves pas en falaise, donc je vais plus forcément m'exciter à faire des mouvements comme ça. Aussi, je suis pas très rapide dans ma grimpe, donc pour la compétition indoor, j'essayais de m'exercer à être très rapide, à avancer dans les voies et là aussi un petit peu moins peut-être, je me repose ouais, j'entraîne plus mes autres points forts, qui sont plus spécifiques pour la falaise. Ok. Et au niveau hygiène de vie, quelle importance tu y accordes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as plus de temps qu'à l'époque où tu avais les études et le travail? Qu'est-ce que tu mets en place et comment aujourd'hui? Bah, je suis assez flexible avec ça. Je crois que je me prends pas trop la tête. J'essaye de bien manger, j'essaie aussi de bien dormir, mais à part ça, je mets pas beaucoup d'autres choses en place. Je vais pas forcément faire des séances de cryo ou je sais Mmh. quoi d'autre. Hem, mais ouais, j'essaie de bien manger, de bien me reposer, de prendre peut-être un peu plus de temps de repos Mmh. et de moments juste off aussi où je fais juste plus rien. Je remarque qu'avant, j'alignais beaucoup les journées de grimpe, d'entraînement et bah, aussi plus les années passent, plus j'ai besoin de jours de repos Mmh. et aussi j'ai bien compris que les jours de repos étaient aussi autant importants, je pense, que les jours d'entraînement et maintenant avant de faire des gros projets, souvent je prends 2 jours de repos complet ou avant de me lancer dans un essai. Et au niveau de la charge mentale, tu arrives à déconnecter, à penser à autre chose complètement différente de l'escalade, ou tu as toujours vu que ça, bah, finalement, c'est quand même ton métier, tu as toujours des Ouais, petites c'est choses en sûr. tête où tu arrives à vraiment déconnecter et faire complètement autre chose? Ouais, j'arrive quand je pense je suis avec des gens qui sont vraiment pas du tout Ok. du monde de l'escalade. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile parce que typiquement les week-ends, ben, on a aussi beaucoup d'amis qui sont des grimpeurs, puis on va souvent en week-end où on va finalement grimper. Mhm. Donc la ligne entre vie privée, vie professionnelle, elle est souvent un peu floue et mmh et ouais, j'ai aussi moi, dans ma grimpe, j'ai du mal à aller grimper juste pour le fun. Ça fait tellement d'années que j'en fais et je pense aussi ma personnalité, en fait, j'aime bien aller tout le temps dans des voies difficiles ou qui me challenge et j'ai pas forcément plaisir à aller grimper, plein de voies, faciles. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu le piège d'être toujours, à fond et puis en escalade, outdoor, comparé à l'escalade indoor où, bah, le calendrier des compétitions, il est très précis et après à la fin de la dernière compétition, on prenait souvent, ben, 2-3 semaines de pause complète. Là, dehors, on peut toujours aller grimper finalement. En hiver, on peut aller en Espagne, on peut aller, autre part où il fait un peu moins froid. Donc souvent, ça m'est arrivé de juste continuer à grimper toute l'année et ne pas prendre de repos, ce qui est pas non plus, top quoi, finalement, pour la perf. Et aujourd'hui, à quoi ressemblent tes saisons, même si c'est plus vraiment des saisons comme avant, je pense, où il y avait un calendrier, mais à quoi ressemblent plutôt tes années Mmh. et tes semaines, tes mois plutôt? Ouais. Combien de gros projets t'as, etc. Comment tu organises ça? Et les projets de grande voile, là où on va, ben, plusieurs centaines de mètres de haut, ça prend quand même beaucoup d'énergie, mentale. C'est des grosses, grosses journées et donc ça, on essaie d'en faire seulement un ou 2 par année. Ok. Souvent en été, en Suisse, avec les conditions super bonnes et puis qu'il fait de toute façon trop chaud pour grimper, autre part que dans les Alpes un peu en hauteur et après on est en hiver, on va plus aller en Espagne pour aller faire des voies difficiles, d'une seule longueur. Et puis entre 2 dans les entre-saisons, bah, beaucoup en Suisse quand même, entre Suisse et France, aussi plutôt des voies simples ou quelques longues voies, ça dépend un peu. Donc ça se fait un peu comme ça. Ok. Ah ouais, j'avais une question par rapport au voyage. J'ai vu que tu avais fait pas mal de voix à l'étranger. Mmh. Euh, c'est l'occasion, je pense, de découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Qu'est-ce que tu retires? Tu as parlé avant du Liban. Qu'est-ce que tu retires de tous ces voyages? Et ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, je pense que c'est chouette l'escalade, ça te permet d'aller vraiment dans des endroits où un peu hors des sentiers battus finalement, hors des endroits hyper touristiques et puis tu fais un peu partie d'une communauté donc c'est cool. Tu peux aller dans le bar du coin, tu rencontres un grimpeur puis il va tout de suite te conseiller sur plein de choses pour d'aller voir, hein, aussi pas forcément que de l'escalade mais c'est vraiment chouette d'allier, le voyage puis, l'escalade et puis, bah, à travers le monde, je pense que ouais, un voyage qui m'a beaucoup marqué, bah, c'était celui au Liban. J'étais allée avec, l'association Climbed
Donc grimper avec les réfugiés et ça, c'est vraiment un voyage qui m'a marqué. C'était super beau c'est une association, en fait, qui a été faite par Beat Bagenschloss, c'est un Zurichois et son idée, c'était de mettre des parois d'escalade sur un camion et puis d'aller dans les camps de réfugiés avec ça pour, amener l'escalade finalement aux réfugiés. Parce que c'était trop compliqué de les amener, sur les Mmh. falaises et puis, il a développé, toute une, même des cours toute la semaine, en fait, sur une structure maintenant qui est fixe aussi, pour tout le monde. Aussi pour, des cours qui sont que réservés aux femmes, car certaines femmes n'osent pas avoir d'activité avec des hommes mélangés. Donc c'est vraiment chouette ce qu'il a fait et puis, moi je pensais aller là pour un petit peu leur partager mon expérience et finalement c'est aussi eux qui m'ont énormément apporté, leur résilience et leur bonne humeur. Enfin c'est vraiment très, très enrichissant ce genre d'expérience quoi, c'est cool. Sinon, t'étais au Canada aussi ou t'as fait des premiers. Ah non, elle s'appelle, c'est Cabane au Canada, mais ça c'est en Suisse. Ah, ok. C'est un petit piège. Ouais. Alors, ouais, je tombe dedans là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était, la première NEFA, que j'ai faite. Ça, c'était un objectif que je m'étais mis en 2018. Il y avait pas de Suisse, en fait, de femmes suisses qui a fait un niveau NEFA et puis moi, je m'étais dit que ça serait un super beau objectif à faire et après avoir trouvé un ami qui m'avait conseillé cette voie, j'ai commencé à l'essayer encore et encore et encore et à la fin de la saison, je l'ai réussi donc ça, c'était aussi un gros, un gros objectif dans ma carrière. Objectif. Donc, 9A, c'est le plus ou il y a encore 9B, 9C? Il y a 9C maintenant actuellement. Ok. Ouais, c'est toujours un peu l'évolutif. En fait, on arrive toujours à pousser un peu les limites. Mais ouais, 9A, c'est pas le plus haut actuel. Mais à l'époque, il y avait pas encore énormément de femmes qui en a fait. Du coup, c'était vraiment chouette d'avoir réussi ça. Trop bien. Tu m'as parlé tu vas tout prochainement là partir pour un nouveau projet. Je sais pas si tu as le droit d'en parler ou pas et qu'est-ce que tu vas y faire. Oui, Là, on est en fin septembre 2025. Qu'est-ce que tu prépares? oui, je pars pour faire encore une grande voie en fait en Espagne, à Montserrat, à côté de Barcelone. Et ouais, c'est l'idée de l'enchaîner. C'est une grande voie que j'ai déjà essayé une fois avec une copine, mais j'avais pas réussi à la terminer. Donc on va essayer de retourner pour la réussir. J'ai encore 2-3 questions un petit peu plus pas forcément liées directement à tes projets ou autres. Mais par exemple, ton rapport aux réseaux sociaux, j'ai vu que tu avais quand même une certaine communauté de plus de 130 000 personnes, par exemple, sur Instagram. Comment tu utilises ça? Quel impact ça a dans ta vie de tous les jours? Quelle place ça a et comment tu les utilises, ces réseaux sociaux? Ouais, je pense que c'est un bon outil quand même les réseaux sociaux pour les athlètes. Comme j'ai dit avant, les sponsors, ils s'intéressent plus qu'à la performance et c'est un bon outil pour eux aussi pour partager nos projets puis pour nous, hein, pour partager nos projets et pas forcément que la performance. C'est aussi chouette de pouvoir partager, justement tout le processus, les moments où, peut-être on a eu envie d'abandonner ou vraiment partager en fait notre quotidien d'athlète. Donc ça, c'est vraiment cool et puis, moi, ça me permet aussi d'avoir plus de visibilité Mmh. et de pouvoir aussi, un peu mieux en vivre de mon sport. D'avoir plus de sponsors ou juste de mandats, ouais, uniques pour faire, une collaboration ou quelque chose comme ça avec des entreprises. Et est-ce que tu ressens encore une pression différente de pas, de l'aspect, je sais pas, grosse communauté où tu as, je sais pas, n'importe qui peut commenter, juger tes performances? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu négativement? Très peu en fait, je crois que j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Ça arrive de temps en temps, j'ai quelques commentaires négatifs ou un petit peu sexistes, mais c'est vraiment minime et c'est sûr qu'ils font toujours un peu plus de bruit que tous les autres. Mais non, ça m'a jamais trop touchée jusqu'à aujourd'hui, heureusement. Tant mieux parce que je pense que ça peut et ça, c'est sûr qu'il y a des athlètes qui sont vraiment touchés négativement par ça. Ouais, ouais, j'imagine, ouais, ouais. Je fais quand même aussi toujours un peu attention à ce que je poste, que au niveau sécurité ou enfin tout qui est-ce que ça joue quoi, que ce soit OK. Faut pas me faire épingler. Au niveau de la situation de l'escalade, toi, comment tu vois l'évolution dans les prochaines années, notamment avec, là, je parle peut-être plus de l'aspect extérieur, avec l'aspect
environnementales. Je sais que tu es ambassadrice d'une association, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Mais Protect Our Winters. Ouais. voilà, je l'avais lu, mais je l'avais plus en tête. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mhm. Comment tu vois ça dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Tu as dit avant qu'il n'y avait pas de compétition à l'extérieur, justement, parce que aussi ça Mhm. engendrerait des choses négatives. Comment tu vois tout ça? C'est quand même un sacré défi. Ouais. En Suisse, on est quand même un peu protégé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont dans les falaises. Mais dans les autres pays, il y a quand même toujours plus de grimpeurs. Et il commence à y avoir vraiment une sacrée masse de gens qui vont dans les falaises. Ce qui implique plein de problèmes, hein. Forcément, il y a des gens qui viennent avec leur van et puis qui laissent des déchets ou qui respectent pas la nature finalement. Et puis ça met vraiment en péril notre pratique. Il y a des sites qui se ferment parce que les gens ne respectent pas. Ou alors ça devient payant dans certains endroits, même la grimpe extérieure. Ce qui fait des conflits forcément entre les grimpeurs et puis les communes. Donc ouais, je pense que c'est important qu'il y ait un peu des règles qui se mettent en place et peut-être juste de l'information pour les gens. Ils se rendent peut-être juste pas compte des bonnes pratiques à avoir. Mais ce serait important de faire de la prévention là-dessus pour que les générations futures puissent toujours grimper comme moi j'ai pu le faire finalement. Et l'association, justement, elle œuvre en ce sens-là ou elle a d'autres actions encore différentes, plus larges? Comment ça se passe? Ouais, alors là, des actions vraiment très très larges, hein. C'est pas lié aussi que à l'escalade. Ok. Un peu tous les sports outdoor. Aussi beaucoup d'informations par rapport aux votations euh, qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Et ouais, plein d'actions dans ce genre. Donc ouais, c'est bien ce qu'ils font. On arrive gentiment à la fin. J'avais une question par rapport aux autres projets, aux autres défis. Est-ce que tu rêves ou tu as d'autres envies dans différents sports? Je sais pas, d'autres registres, alpinisme, voile, marche, vélo. Mhm. Est-ce que tu as des projets en tête que tu aimerais faire peut-être par la suite? Bonne question. J'ai pas vraiment d'autres projets actuels. On avait fait un projet vélo-grimpe avec une amie. Ça, c'était vraiment cool. Moi, je me suis rendu compte que c'était quand même très difficile d'allier les deux, le vélo et l'escalade. Donc l'idée, c'était vraiment de laisser la voiture à la maison, puis de se déplacer qu'en transport public, puis en vélo. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'affaires, donc il fallait réussir à mettre tout ça dans nos 2 petites sacoches de vélo. Ça représente vraiment un challenge en plus, mais c'est super cool. Je trouve que tu as vraiment plus le lien avec, les gens que tu rencontres, qui viennent tout de suite, discuter avec toi, te demander ce que tu fais et ça, c'est assez cool. Et aussi tu te déplaces de manière différente. Tu vois vraiment les endroits où tu es au lieu de juste les traverser en voiture. Donc pourquoi pas faire un peu plus de projets comme ça, de vélo-grimpe dans le futur? Hybride un petit peu. Ouais. Ouais. Mais tu aurais la liberté de le faire, je sais pas, par exemple, si tu veux partir, je sais pas, traverser un océan en voile, est-ce que pour toi ça ferait du sens d'essayer autre chose, d'amener Mmh. finalement toujours un peu les mêmes valeurs de résilience, etc., Ouais. et d'athlètes de haut niveau, mais dans un autre registre, tu aurais la liberté de le faire au niveau sponsor, au niveau. Ah je oui, sais pas. ouais, ça c'est sûr, je pense que ça les intéresserait même énormément. Et ouais, d'ailleurs, des grimpeurs qui ont fait ça pour aller grimper au Yosemite, Ok. traverser à la voile, pour limiter leur impact environnemental. Et ouais, c'est hyper inspirant. Ça me plairait beaucoup. C'est sûr que tu sacrifies un petit peu de temps et puis ouais, comment tu fais pour continuer à t'entraîner pendant tout ce temps où tu es sur sa voile? Ça, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais je crois qu'ils avaient réussi à mettre un mur d'escalade Ah ouais. ou bien 2-3 petits outils Ok. pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc, ouais, plus t'es créatif, plus t'arrives à faire des projets cool. Et ouais, ça, je trouve ça super chouette que continuer. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre, hein. Ça deviendra monotone de juste faire des projets à la suite et encore et encore. Toujours un peu les mêmes. Ce serait comme la compète finalement. Au bout d'un moment, ça devient trop monotone. Donc ouais, ça serait super cool de pouvoir rallier 2-3 activités ensemble comme ça. Ah, hyper cool. J'ai toujours mes petites questions de fin que je pose, qui sont relativement similaires entre les invités. La première, c'est si les gens ne devaient retenir qu'une chose de notre discussion, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Hem, que, il faut pas hésiter à rêver grand et puis ouais, si on a un objectif qui nous fait rêver ou juste ouais, une activité ou n'importe quoi, il faut y aller, il faut se lancer. Parce que moi, quand j'ai commencé l'escalade,
j'étais vraiment petite, là, j'avais peut-être, justement 8-9 ans. Et je me souviens le premier jour où je suis allée pour l'entretien avec l'équipe suisse, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était mon objectif. Puis moi, j'avais tout de suite dit, ah, je vais être championne du monde, alors que je faisais à peine du 7, donc un niveau qui n'est pas extrêmement haut. Ils avaient un petit peu rigolé, mais finalement, j'ai toujours gardé ce rêve et j'y suis arrivée. Donc, c'est pas hésiter à avoir des grands rêves et puis tout faire pour y arriver. Top. Commencer par se mettre en action aussi et pas être crispé, même si on se Oui. pense pas assez bon, assez talentueux ou autre. Oui, Faut c'est le ça. premier pas. Première étape, premier pas, et puis une chose après l'autre, et étape par étape. Quelle serait ta définition d'un athlète ou d'une athlète de haut niveau? Maintenant, elle est quand même très large, hein, cette définition. Mhm. Elle était beaucoup centrée sur la performance, justement, comme on disait. Et maintenant, un athlète de haut niveau, je pense que c'est un athlète qui s'entraîne à fond et qui met tout en place pour essayer d'atteindre ses objectifs. Et ses objectifs, c'est quelque chose qui dépasse un peu ses limites. Donc, il va tout le temps chercher un peu plus loin, toujours les dépasser. J'ai une question qui me vient maintenant, je repars un petit peu en arrière, mais par rapport à tout ça, justement, aussi au statut d'athlète de haut niveau, tu es ambassadrice de cette association, tu es suivie par beaucoup de monde. Est-ce que parfois tu ressens une sorte de responsabilité? Je sais même pas envers quoi, mais envers ce que tu fais. Tu as parlé de faire attention à ce que tu partages. Est-ce que Oui. tu ressens de manière générale, une certaine responsabilité via ton statut? Des fois, c'est vrai que je me pose des fois des questions si tout à coup j'aurais, je sais pas, une énorme entreprise qui vient me proposer beaucoup, beaucoup d'argent, mais qu'elle est peut-être pas tout à fait dans mes valeurs. Est-ce que j'accepterais? Est-ce que j'accepterais pas? C'est vraiment difficile à dire, hein, parce que c'est vrai que l'escalade, c'est un milieu où il y a pas énormément d'argent, et puis dire non à un gros sponsor, c'est quand même toujours compliqué. Mhm. En même temps, est-ce que je renierais mes valeurs? Et puis, j'ai construit finalement mon image par rapport à ça aussi. Donc, j'essaie, je pense, un peu de faire attention. Après, quand même avec des limites, parce qu'il faut quand même que je vive finalement de mes sponsors. Et ça, je pense qu'aussi les gens peuvent aussi quand même comprendre et s'en rendre compte. Donc, ouais, j'essaie quand même de faire un peu attention, mais avec de manière raisonnable. Je reviens à mes questions du coup. Quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi de 20 ans? De peut-être pas trop se prendre la tête avec des choses parce que tout est tellement éphémère finalement. Et oui, les projets, c'est hyper important, ou les cotations, mais si on n'y arrive pas, c'est quand même pas si grave. Enfin, typiquement, je sais qu'aujourd'hui, j'ai réussi des choses, mais je sais qu'après quelques mois, on les a oubliées finalement. Et est-ce que ça a changé dans ma vie? Enfin, en tout cas, vraiment se concentrer sur les projets, les objectifs qui nous font plaisir, et pas les suivre pour les suivre. Enfin, je pense typiquement à la compétition, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. Je pense que j'aurais pu arrêter quand même quelques années avant, mais j'arrivais juste pas parce que je pensais que c'était ma routine un peu, et ouais, ça faisait partie de mon identité, et j'ai l'impression que tout le monde m'identifiait aussi comme la compétitrice, donc il fallait que je continue, mais finalement, ça change rien, c'est mon choix, et puis tout le monde s'en fiche en fait que j'arrête ou pas. Mais j'avais pas cette impression-là. J'ai l'impression que tout le monde était, attendait à ce que je continue, et puis finalement pas. Donc, peut-être plus me concentrer sur ce que je veux moi, et puis juste me faire confiance et y aller. C'est vrai que parfois on s'inquiète peut-être trop des choses qui pourraient arriver que Oui, les choses réelles qui se passent, et exactement. je pense, Ouais. beaucoup de monde se font du mal d'au moins par rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Aussi par rapport au travail, hein, j'ai eu pendant très longtemps un CDI, puis pendant longtemps, j'ai voulu, me mettre à fond dans l'escalade. Mais tout le temps avec la question: «Mais si je regrette, et s'il y a plus d'opportunités de travail à retrouver après?» Et en fait, il y a toujours d'autres opportunités, et je pense que c'est beaucoup mieux de juste essayer, et au moins d'être sûr de pas avoir de regrets plus tard, quoi, parce que les années passent trop vite, et il faut profiter. Est-ce qu'il y a une œuvre littéraire ou cinématographique qui t'a marqué et que tu recommandes? Je suis un grand fan, moi, de biographies sportives, c'est notamment pour ça que je pose Ah cette ouais! question. Ah justement, ouais. Je lis pas énormément, mais j'en ai lu une, il y a 2-3 mois. Mmh. C'est celle de André Agassi, mais je pense que tu l'as déjà lu, hein? Je l'ai lu. Oui, ah ouais, mince. Cet été. Ah ouais, moi aussi. Ouais, je l'ai trouvée très intéressante, Incroyable. très inspirante, ouais.
tout l'aspect, je trouve, qu'ils soient forcés à faire du tennis, mais qu'après ils trouvent du sens à ça. J'ai trouvé ça dingue. Ouais, comme ça commence, puis qui dit qu'il déteste ça. C'est fou. Hein. Et ouais. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous le conseille vivement. On vous la conseille vivement. Et pour terminer, j'aime toujours laisser un espace de quelques minutes. Enfin, voilà, tu prends le temps que tu veux pour parler d'une cause, d'un projet ou autre qui te tient à cœur. Et en général, on conclut l'épisode là-dessus. Je pense que je parlerai de Climate, justement, cette association qui œuvre pour les réfugiés. Parce qu'en fait, il a une action au Liban, mais aussi en Suisse. Et en fait, Beat, le fondateur, il travaille avec les différentes salles d'escalade. Il essaie de trouver un groupe de volontaires sur place. Par exemple, nous, on a fait ça à Delémont, avec la salle d'escalade de Delémont. Et du coup, avec un copain, on a mis en place des cours d'escalade tous les vendredis à 17h qui sont gratuits pour toutes les personnes qui sont issues de la migration. Et ça, je trouve que c'est un super projet. Il y a plein de moniteurs, moi j'y vais pas souvent, hein, mais il y a plein de moniteurs qui du coup donnent les cours à tour de rôle. Et c'est tout le temps des moments d'échange hyper chouettes. On parle pas forcément la même langue, on se comprend pas avec des mots forcément, mais ouais, autour du sport, finalement, il n'y a pas besoin de trop parler forcément la même langue. Je trouve que c'est des valeurs qui sont très parlantes avec d'autres moyens de communication. Et c'est très thérapeutique pour tout le monde. Donc c'est chouette. Trop bien. Du coup, si vous avez besoin de plus d'infos, je mettrai le nom du site, je mettrai encore le lien exact, comme ça je pourrais le mettre en description de l'épisode, que ce soit sur les plateformes audio ou sur YouTube. Oui. Magnifique. Catherine, merci beaucoup pour ton temps, pour cet échange vraiment très intéressant. Merci. Bon, pour tes futurs projets et tes futurs défis, challenges sportifs et autres. Voilà, merci. Et puis tout bon prochainement en Espagne, et merci de m'avoir accueilli ici. Merci beaucoup à toi, c'était cool.